Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo point lecture. Alors je sais qu'en ce moment j'en poste régulièrement, mais que voulez-vous, je lis beaucoup, donc ça revient quand même à l'objectif premier de ma chaîne de vous présenter des livres. En tout cas les livres que je lis. Je vais essayer d'être plus rapide que les autres fois parce que quand je fais le montage je me rends compte que j'ai quand même 20 minutes de vidéo, donc on va commencer tout de suite avec un album. Alors je lis énormément d'albums, le problème étant que je les présente pas forcément à chaque point lecture. C'est comme les bandes dessinées, j'en lis énormément et je les présente pas forcément. Si vous voulez savoir tous les livres que je lis, également des petits avis sur ces livres-ci, suivez-moi sur Instagram parce que là je mets tout. Dès que je lis un livre, je le poste dans la semaine qui arrive avec un petit point lecture dessus. Cette semaine, je voulais vous présenter Calamity Chat de Nicolas O'Byrne dans les éditions Flammarion, Père Castor. Alors déjà, j'ai craqué, mais totalement, pour cette couverture qui clairement est mon portrait craché. C'est-à-dire que quand je suis dans mes mauvais jours et que je suis énervée, je ressemble à ça. Et quand je suis dans mes bons jours, je ressemble à ça. Prenez cette information comme vous le voulez. Et c'est tout simplement l'histoire de ce chat-là qui fait plein de bêtises et quand il a besoin de sa maîtresse, il va faire le malheureux. Je veux dire, c'est une situation qu'on connaît tous, en tout cas tous les maîtres de chats. Moi ça m'a fait vraiment rire. Je me dis que pour des enfants, voir ces bêtises là et les imaginer, en plus je trouve que l'album, en tout cas l'écriture de l'album donne à l'interaction. C'est-à-dire que quand on lit cet album, on a envie de mettre le ton, on a envie de mettre des gestes, on a envie d'interpréter ce qui est dit. Et du coup, je trouve que c'est carrément un plus quand vous voulez raconter une histoire, par exemple, enfin vraiment, genre cette tête d'espiègle. C'est incroyable, moi je trouve ça très marrant. De toute façon tout ce qui a trait au chat me fait rapidement rire. En plus de ça, ça connecte à certaines expériences que j'ai eues avec mes propres chats. Et du coup, bah, c'est un 10 sur 10. Il est vraiment mignon cet album. En plus il coûte que 13 €, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas très cher pour un album. Il y en a qui coûtent beaucoup plus cher, bien sûr il y en a qui coûtent moins cher. Mais pour le bon moment que j'ai passé, c'était très bien. J'ai également lu Sherlock Bones par René Tremble dans les éditions Michel Lafon. Alors ça je l'ai mis en rayon, on en avait commandé je crois 2 exemplaires. J'ai pris un exemplaire direct avant de le mettre en rayon parce que j'avais très envie de le lire. Alors c'est un roman graphique slash bande dessinée. Le format est donc comme ceci, vous pouvez le remarquer, c'est du noir et blanc. Ça m'a pas du tout gêné lors de la lecture, sachez-le, hein. Ça m'a... j'ai même pas... Au bout d'un moment on oublie que c'est en noir et blanc clairement. Et je me dis c'est peut-être mieux pour laisser l'imagination des enfants s'accroître. Là c'est l'histoire de ce petit squelette. C'est le squelette du potarge du musée d'histoire naturelle qui se prénomme Sherlock. Lui-même se prénomme Sherlock et en fait il a un acolyte qui est juste derrière, vous pouvez le voir juste ici, qui est un perroquet empaillé qui l'appelle Watts, référence à Watson. Et il s'avère que dans ce musée il y a un vol qui a été fait et Sherlock et son acolyte Watts vont essayer de découvrir qui est le voleur. C'est un livre qui est très enfantin, donc vraiment moi j'ai su deviner qui était le voleur lorsque je l'ai vu, j'ai vu les indices. En fait il y a quelques indices, le problème étant que eh bien, le personnage principal a des idées bien arrêtées et du coup il va induire le lecteur en erreur. Alors moi j'ai bien vu que des fois il s'acharnait sur des choses qui n'était pas forcément vrai, mais c'est quand même une très bonne lecture avec beaucoup d'humour, beaucoup de situations loufoques. On a également un troisième personnage qui est Grace, qui est juste ici, qui intervient, qui est à mourir de rire. Elle s'en fout de tout et elle fait sa life. Et franchement c'était une très bonne lecture. Il est assez épais et pourtant on a
En fait on enchaîne les pages et on a presque le regret de le terminer à la fin, tellement c'était bien. L'histoire, encore une fois je le dis, c'est une histoire basique, c'est une disparition, c'est un objet volé. Donc là c'est le diamant, je crois le diamant bleu du musée d'histoire naturelle qui est volé, et du coup Sherlock va aller de pièce en pièce. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a un plan du musée, donc on sait à peu près où on va, et il y a quand même quelques informations de connaissances qui sont jetées par-ci par-là. Vraiment je pense que s'il refaisait un tome, je ne sais pas si c'est prévu, mais en tout cas je pense que je l'achèterai parce que c'était quand même un bon moment, j'ai souri et je me dis que pour les enfants ils vont être morts de rire devant ce genre de lecture là, parce qu'il y a des fois des situations tu te dis mais c'est pas possible quoi. Comment tu vas arriver à ce genre de situation là. C'était un bon moment de lecture. Ensuite j'ai lu, forcément les gars, forcément. Donc c'est les romans de Sylvie Bossier dans les éditions Scrinéo Mythologie. Donc là j'ai moi le Minotaure et il y a moi Polyphème Cyclope. Je crois qu'il en existe 2 autres qui ont été publiés avec des monstres différents, et j'ai trouvé déjà l'idée hyper originale, c'est-à-dire que là ce n'est pas la voix du héros du mythe qui est mise en avant, c'est la voix du monstre. Donc le monstre que l'on connaît à ses débuts, en tout cas pour le Minotaure on le connaît à ses débuts, on voit comment il grandit, comment il se sociabilise, et on voit comment il atterrit dans le labyrinthe et qu'est-ce qui fait qu'il devient cruel. Et pour le Polyphème, on le rencontre juste avant que Ulysse arrive sur l'île. Encore une fois, on voit son environnement, on voit ses relations et on voit comment il devient le monstre du mythe. C'était vraiment mais super bien. C'est quand même des récits pour des 10-12 ans, donc c'est assez facile à lire. Vous avez une typographie qui est assez grosse. Par exemple, hop, vous voyez, moi ça m'a duré vraiment une demi-heure. Avant le chapitre, on a la présentation des personnages. Après l'histoire, on a un petit dossier sur qu'est-ce que le Minotaure dans la Grèce antique, tout ça. Donc moi j'ai trouvé de 1 que les personnages étaient vraiment attachants. Ça nous permet de voir un autre côté de l'histoire que tout le monde connaît, j'ai envie de vous dire. C'est bien de mettre en lumière non pas que les héros, mais de mettre aussi en lumière les monstres, parce que des fois il peut s'avérer que le monstre devient un monstre non pas par choix mais parce qu'il en est obligé. Voilà. En plus de ça, c'est des livres que je trouve très beaux, la couverture est très belle, c'est bien écrit. Le fait qu'il y ait des petites informations à la fin, je trouve que c'est encore un plus. Ça permet au lecteur d'aller un petit peu plus loin et d'apprendre des choses, on va dire, réelles, c'est-à-dire des informations, des connaissances vraies et non pas dans une histoire fictionnelle. Donc voilà, très bon point pour la maison d'édition, pour l'autrice. C'est vraiment des romans que je peux que vous conseiller. Je vais m'acheter d'ailleurs les autres, et je pense que pour les fervents de mythologie grecque qui adorent se renseigner sur la mythologie grecque dans la littérature jeunesse, c'est un passage obligé. Vous êtes obligé de l'acheter, obligé. Ensuite, je vais vous parler de ce bijou là. Alors d'ores et déjà, ceux qui n'ont pas lu le premier tome, je vous demanderai d'avancer dans la vidéo pour aller voir le dernier livre que je vous présente, parce que je vais forcément spoiler ce qui s'est passé à la fin du tome 1 et j'ai pas envie que vous soyez perturbés parce que je vous ai spoilé. Donc à tout à l'heure. Pour les autres qui l'auront lu, alors là on se retrouve avec notre escadron qui a perdu malheureusement un membre qui est Kat, et ils continuent un petit peu leurs aventures. D'ores et déjà, dès le début de l'histoire, on est à fond les ballons, c'est-à-dire qu'on entre dans l'aventure directe. On n'est plus du tout comme dans le tome 1 où il y a quand même pas mal de chapitres d'introduction, de présentation des personnages. Là on les connaît tous les gars,
Donc on arrive, ils sont déjà criminels, hautement recherchés, avec des affiches partout, ils ont déjà des problèmes, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Mais moi j'ai vraiment aimé, genre dès le premier chapitre, être plongée comme ça dans cette aventure. En plus, le premier et le deuxième tome se connectent vraiment. On n'est pas perdu, il n'y a pas un espace-temps entre les deux. Et déjà, ça c'était un très bon point. Ensuite, les personnages, j'ai adoré les retrouver. Mon préféré, Cal, que j'aime beaucoup, Finn, que je trouve on apprend à mieux connaître, Scarlett aussi, on a l'impression que son masque tombe peu à peu parce que elle se cachait fortement derrière ses apparences, son apparence, elle était très matérielle sur ça, et là on en apprend un petit peu plus. J'ai quand même une petite déception sur Ori parce que en fait à certains moments j'ai trouvé qu'elle changeait du tout au tout, que ses décisions étaient beaucoup trop rapides, que vraiment des fois en fait je la comprenais pas tout simplement et je me disais elle est pas du tout comme le tome 1, alors d'un côté c'est bien parce qu'elle évolue, mais de l'autre côté, il y a un décalage entre le lecteur qui s'était accroché à cette Ori et le lecteur qui découvre cette Ori dans le deuxième tome. Donc voilà, les personnages de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est le point fort de cette série. Je les trouve magnifiquement bien construits. Ils ont tous plus ou moins un passé compliqué, un passé avec des antécédents. On voit que leur caractère, ils ont un caractère forgé. Ils sont pas genre tous opposés les uns aux autres. Ils ont des points communs, des différences. Enfin vraiment, les personnages, je pense que je n'arrêterai jamais de dire que ce livre est fait pour les personnages. Après, en ce qui concerne l'intrigue, elle était, je pense, moins évidente que la première fois, parce que la première, j'ai trouvé ça un petit peu simplé, c'était une intrigue de base, on va dire. Là, on a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions, on sait plus où on va, on a encore ce système d'un chapitre à l'autre, on change de point de vue, donc on a l'impression d'être balancé de partout sans vraiment se perdre parce qu'on est tellement pris dans cette action, on a vraiment l'impression en fait d'être un membre de l'escadron et de voir tout ça et de vivre tout ça. Alors c'était très bien écrit, moi j'ai vraiment apprécié ma lecture que j'ai faite en 2 jours les gars, hein, soyons clairs. Après il y a certains éléments qui se disent grande révélation qui au final je l'avais vu pointer à 3,5 km. Donc ça, pareil que le tome 1, les révélations sont pas hyper importantes pour moi, mais encore une fois le point fort c'est les personnages, c'est toute cette action qu'il y a, et en fait on arrive à la fin du tome 2 et on se dit comment on va faire pour attendre le tome 3 parce qu'il n'est toujours pas sorti, donc désespoir sur moi-même. Je suis littéralement en train de me décomposer à me dire qu'il va falloir que j'attende autant de temps, et je suis déjà dans l'optique de le lire en version originale dès qu'il sortira parce que je ne pourrai pas attendre la sortie française du 3e tome. Pour vous dire comment cette histoire, je l'ai vécue, j'étais avec eux et comment, voilà, je l'ai mangé cette histoire et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Mais vraiment, ces 2 auteurs, je trouve que c'est une révélation incroyable. Donc c'est Amy Kaufman et Jay Kristoff qui ont fait du coup Illuminae, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et qui ont fait du coup Aurora Squad dans les éditions Casterman. Voilà. Bravo aux éditions Casterman d'avoir trouvé une pépite comme ça. Et on va passer du coup au dernier livre. Il s'agit des Chroniques de Bridgerton. Donc là je vais vous présenter que le tome 1, donc c'est de Julia Quinn dans les éditions J'ai lu. Je vous ai fait, je crois que je l'ai posté avant cette vidéo parce que je préfilme mes vidéos comme d'habitude, et je vous ai fait en fait une vidéo où je compare le livre à la série et je vous ai pas forcément donné mon avis sur le livre clair et net, donc je reviens aujourd'hui pour vous le donner. Alors si vous ne connaissez pas la chronique des Bridgerton, c'est tout simplement l'histoire de la famille Bridgerton qui se compose en plusieurs membres. Je crois qu'il y a 8 frères et sœurs, je vais y arriver un jour à retenir le nombre de frères et sœurs qu'il y a. C'est une très grande famille, le père est décédé, la mère est toute seule à devoir s'occuper de cette grande fratrie, et en fait ils ont une particularité qui va faire que
la chronique de Lady Whistledown va s'intéresser à eux, c'est qu'ils ont l'initiale de leur prénom qui suivent l'alphabet. C'est-à-dire que le premier enfant s'appelle Anthony, ensuite on a Bénédicte, Colin, Daphné, Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe. Je vais y arriver, hein. Je vais les connaître par cœur. Hein. Ça va être une leçon que je vais réciter tous les soirs. Et du coup voilà, ils sont à Londres et eh bien l'objectif de ce livre, c'est que Daphné doit être mariée. Voilà, c'est la première fille du clan des Bridgerton qui arrive en fait sur la saison des mariages. Et du coup vraiment l'objectif de toute la famille, c'est que Daphné soit mariée. Si elle est mariée à un bon parti, forcément ça va amener du positif à la famille et notamment au prochain mariage de Héloïse, Francesca, machin machin. La petite particularité, c'est qu'il y a une chronique, la chronique de Lady Whistledown, qui est un petit peu la gossip girl des années 1800, qui fait un papier en fait avec tous les ragots qu'il y a sur toutes les familles possibles et inimaginables qui participent du coup à cet élan de mariage. Là, on va se concentrer exclusivement sur la famille des Bridgerton, comme je l'ai dit dans ma vidéo, et donc on va voir le destin de Daphné et notamment du duc de Hastings, parce que le premier tome s'appelle Daphné et le duc de Hastings, qui est Simon. Et donc on va les suivre pendant leur relation, on va dire, leur début de relation, leur chamaillerie, leur amitié, machin machin. Et en fait c'était vraiment une très bonne lecture. L'écriture j'ai adoré, c'est hyper fluide, ça se lit rapidement. À chaque fin de chapitre on se dit je peux pas m'arrêter, donc on continue encore et jusqu'à finir le livre hein, forcément. Daphné, je l'ai trouvée marrante, elle a toujours le mot pour rire, elle est hyper positive dans ce qu'elle veut faire. Elle est pas du tout froide, elle est pas calculatrice comme on pourrait peut-être le penser avec la série. Vraiment là c'est une jeune fille qui essaye de profiter du temps qu'elle a et du marché qu'elle a avec le duc de Hastings, parce qu'ils vont faire un marché. En gros elle va le fréquenter pour que justement d'autres garçons puissent la demander en mariage parce qu'elle attirera mieux les regards, et lui il va la fréquenter pour justement pas que les mères viennent pour fiancer leur fille. Donc voilà, c'est un arrangement pour eux deux. Ils vont se rendre compte que l'arrangement va peut-être aller un petit peu plus loin et ça va amener beaucoup de problèmes. Et du coup de l'autre côté on a Simon que j'ai complètement redécouvert avec ce livre-ci par rapport à la série, parce que j'avais regardé la série avant le livre et là je l'ai vraiment redécouvert. Mais c'est un garçon qui est vraiment torturé, encore plus que ce qu'on voit à la série. C'est un garçon qui a pas confiance en lui, qui se remet toujours en question, qui même si il attire le regard de beaucoup de personnes, qu'il a un titre qui le met forcément en avant dans la société, et ben il est complètement perdu ce garçon. C'est un garçon qui doute de lui, qui va essayer de faire au mieux, qui essaye de ravir le plus les personnes qui l'entourent, et du coup ça va amener cette histoire là que j'ai vraiment apprécié. Donc si vous aimez les romances historiques, alors parce que c'est une romance à 100% hein, les gars, hein, vous attendez pas à des rebondissements en veux-tu en voilà, absolument pas. C'est une romance historique mais qui est très très bien écrite, et moi qui n'ai pas l'habitude déjà des romances et des romans historiques, et ben là je trouve que c'est bon combo et j'ai vraiment apprécié, et je suis contente que Netflix ait adapté ce livre là, enfin ces livres-ci en série, parce que ça m'a permis de découvrir un très bon livre. J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire vos lectures du moment en commentaire. Je vous fais de très gros bisous, bye.